Bonjour à tous, bienvenue dans eWeek, toute l'actu Apple, c'est le mercredi à 20h, on est très heureux d'être avec vous, avec mon camarade Fred Blaisant. Salut Fred. Salut Benjamin, comment vas-tu? Eh ben écoute, en pleine forme, et toi? Bah, pareil, on va doucement vers le 12 septembre, c'est une belle date. Qu'est-ce qui se passe le 12 septembre? Je crois qu'il y a un petit événement, genre une keynote. Une keynote, et oui. Plein de belles surprises, je pense. Exactement, plein de belles surprises nous attendent, vous attendent. On est en direct, vous le savez, donc vous pouvez participer à cette émission via le hashtag iWeekTV. Vous êtes déjà là. J'ai vu Stoff envoyer le premier tweet d'avant-émission, je pense il y a quelques instants. Ready pour la seconde de la saison, disait-il il y a 7 minutes maintenant. Salut, merci d'être au rendez-vous. Vous êtes sans doute beaucoup plus nombreux. Vous pouvez commencer à inonder Twitter avec le hashtag iWeekTV. On est à votre écoute et à une semaine de la keynote, effectivement, plus que jamais, on va avoir envie de discuter, d'échanger avec vous, que vous nous disiez ce que vous attendez de cette conférence qui aura donc lieu la semaine prochaine, mercredi 12 septembre, c'est désormais officiel, puisque vous le savez, peu de temps, quelques heures après la dernière émission, Apple a diffusé cette invitation. On va d'ailleurs, je voudrais qu'on en parle parce que il y a toujours des sens à trouver au visuel des invitations. Apple Special Event, donc événement spécial, depuis le Steve Jobs Theater de l'Apple Park. Donc le 12 septembre, 10h du matin, heure Pacifique. On ajoute 9h, ça fait... 9h. Ouais, tout à ça fait 19h française. On sera ensemble dès 18h30 pour vous faire vivre cet événement en direct et en intégralité avec la bande que vous connaissez. Alors, ils sont presque tous là. Je suis très heureux de vous retrouver, les amis. Bonsoir. Bonjour. Et bonjour, et bonjour, et bonjour Ellie, et bonjour Gilles, et bonjour François, et bonjour Audrey. Audrey, la petite nouvelle de la bande, comment vas-tu? Très bien, ravi de vous retrouver. Nous aussi. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer comme petit truc ce soir? Eh bien, en fait, je vais vous expliquer comment scanner, signer et envoyer un document par email et tout ça avec votre iPhone. Bien. Écoute, la semaine dernière, ton petit tuto sur le PDF nous a déjà appris plein de choses. Donc, on est très heureux de ton retour et de ta participation pour la deuxième semaine consécutive. C'est un événement. Ellie, comment vas-tu? Bien, et toi? Parfait. Je sens que la température monte du côté de Nice et Cannes. Oui, on est impatients. Moi, je me croyais déjà le 12, j'étais prêt à keynoter dès ce soir. T'as mal dormi hier soir, c'est ça? Ouais, non, mais bon, il y a eu des petits trucs. Tu vois que j'ai pas mis le t-shirt Watch habituel, mais là, c'est parce que... Parce que tu ne veux plus nous parler, c'est pour ça que tu n'as pas mis ton... Non, c'est juste qu'il y a un de nos collaborateurs qui est décédé et c'est la première fois que quelqu'un de l'équipe MCS nous quitte. Et donc j'étais à l'enterrement, d'où le pourquoi ma chemise blanche. C'est un peu triste parce que c'était un collaborateur jeune, 42 ans, wow. un vrai geek, mais vraiment un vrai geek Apple qui connaissait tout de la vie de Steve Jobs et tout. Et il a fait... Je ne pense pas exprès, mais il a attrapé la même chose et il est décédé de la même maladie que Steve. Waouh. À 42 ans, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On s'associe à la peine de sa famille et à celle de toute l'équipe, j'imagine, que tu représentes, Ellie. C'est gentil. Voilà, on pense à eux, on pense à lui ce soir. On va leur dédier l'émission. Voilà, à Nicolas. Comment s'appelle-t-il? Nicolas. Nico. On pense à Nico et on va lui dédier cette émission, la dernière avant la keynote. Je vais continuer mon petit tour de France et saluer Gilles. Comment ça va, Gilles? Ça va, je t'en remercie. Juste pour signaler que je n'ai pas de retour de l'émission et du studio. Donc, Oh, t'inquiète pas.
C'est un grand classique, tu sais bien qu'on va arranger ça très vite, ne t'inquiète pas pour ça. Et puis François Le Truédic, notre enseignant préféré, comment vas-tu ? Merci. Ça va très bien, très heureux de vous retrouver ce soir. Et puis, je remarque que la Bretagne est en force maintenant, c'est bien. Tu sais bien, tu fais rire Audrey, c'est bien. Eh oui. Bon, on va essayer de ne pas se laisser dépasser par les Bretons. Moi, je veux d'abord qu'on démarre et qu'on vienne sur ce visuel. J'aimerais avoir votre interprétation de cette invitation. Alors, je vais peut-être commencer par ceux qui sont loin de nous, parce que je sais que Fred et moi, on a un petit peu la même idée sur le sujet. Ouais. Je vais commencer par toi, Ellie, tiens. Non, on va commencer par Audrey. Allez, honneur aux femmes. Allez. Audrey. Mais oui. Audrey. Alors, il y avait plusieurs idées qui m'étaient venues. Alors, ça m'a tout de suite fait penser au capteur Touch ID. Alors, je suis pas sûre qu'il fasse une 3e génération, mais pourquoi pas. Après, bien sûr, ça représente l'Apple Park. Et qu'est-ce que j'avais, je sais plus ce que j'avais trouvé aussi. La montre peut-être. Là petit A10, la montre peut-être. Ça te rappelle pas un petit peu le bouton ovale de la montre sur le côté? Oui, la couronne ouais. qui, d'après les rumeurs, est juste avec un cercle rouge, je crois. Oui, tout à fait, à l'intérieur et puis à l'extérieur. Et on retrouve aussi un petit peu la couleur, je crois, or, qui ferait son retour sur les nouveaux iPhones, les iPhone X. Pas X, pas X. Surtout pas X. Ouais. Pas X. On va se faire censurer. J'ai pas dit X, j'ai dit 10. J'ai dit X. Ah, 10, ça va. C'est un effet en fait, j'ai dit 10. Bon, attends, on est sur Audrey ou on est sur Fred? On était sur Audrey. Tu devais laisser Audrey parler, Fred. Pardon. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Notre discussion se rejoint, donc toi, pas de problème. C'est d'abord le bouton Home. Ouais, et quand j'ai vu le visuel, j'ai pensé à ça tout de suite. Le capteur Touch ID, quoi. Je sais pas. Est-ce que c'est un hommage et qui va tellement disparaître? Je sais pas. Ellie, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois dans ce visuel? Tout simplement la couleur des nouveaux iPhones et puis l'Apple Park. Je me suis arrêté là. J'ai fait simple. D'accord. Pour toi, c'est la couleur effectivement des nouveaux iPhones, qui a l'air assez probable. Et c'est tout? Mais oui. Oui, parce que d'ailleurs, cette couleur apparaît dans l'application qui permet de suivre les keynotes en direct et qui vient d'être mise à jour il y a quelques minutes. Hein. Donc, on ne l'a toujours pas, mais on a eu une copie d'écran qui est arrivée juste avant l'émission. Et ils ont fait une pomme Apple stylisée en doré. Donc, exactement la même couleur de l'invitation. D'accord. Donc, la keynote est placée sous l'or. Ouais. C'est marrant, moi ça me semble un petit peu simple, comme il y a toujours plusieurs sens et je trouve que c'est trop simple, c'est pas assez recherché, je pense, ça m'étonne de toi d'ailleurs, Ellie. Je t'ai connu plus fin-linier. Non, je suis dans la zénitude totale avant les keynotes. Après, je suis trop déçu. D'accord. Bon, vous qui êtes devant votre écran, qui nous suivez en direct, j'aimerais bien savoir votre avis, connaître votre interprétation de ce visuel. Envoyez-nous votre retour avec le hashtag iWeekTV pour nous dire ce que cache cet anneau, ce que vous y voyez. Je vais continuer mon petit tour avec toi, Gilles. Qu'est-ce que tu penses de cet anneau? Alors, pareil, le doré, par rapport aux nouvelles, aux fuites, on va en parler. Je ne veux pas dévoiler le sujet, le producteur, comme d'habitude. Il y a aussi le fait que la montre dévoile le fait qu'il y ait de plus en plus d'informations sur l'écran autour du fameux cercle du cadran analogique. Donc, et il y a aussi un renvoi, et on parlait d'hommage à Steve. Je pense qu'il y a aussi un truc comme Gathering People Wherever You Want, la chanson de Dylan
qui avait été cité par Steve lors de la présentation du premier Mac. Ils ont parlé de Gather sur l'invitation. Il me semble qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Donc pour toi, il y a un prolongement de l'univers de la montre qui offre de plus en plus d'informations et qui va justement dans le prolongement des idées qui ont été un peu inspirées par Steve. C'est ça. Ok. François. Je vais essayer de faire une synthèse du global. Comme tu le disais, Benjamin, il y a plusieurs sens en fait. On peut y voir aussi l'Apple Park au final, hein, parce que ça a la forme de l'Apple Park. Moi, je rejoins l'idée du retour de la couleur dorée, qu'effectivement, d'après sans teaser le reste de l'émission, on va en reparler. Les premières fuites ont montré le retour de la couleur dorée. Je pense qu'on peut y voir aussi la couronne de l'Apple Watch, dans la mesure où on devrait avoir une belle mise à jour de l'Apple Watch. Ouais. Et puis, il y a Walter sur Twitter qui dit c'est juste un cercle, on peut le voir comme ça aussi. Ils se sont dit tiens, on va pas faire de carte, on va juste faire un cercle. Exactement. Pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas possiblement une explication un peu plus mystique, un peu plus orientée vers l'univers, le monde dans lequel on vit? Parce que non. Je vous pose, non, je me serais pas permis, jamais avant un direct. Non, mais je pose cette question parce que si on se réfère à des choses dont on va parler un peu plus tard, et si je pense à certains fonds d'écran, c'est quand même beaucoup orienté vers Jupiter, vers toutes ces choses-là. Des fonds d'écran comme ceux qu'on a derrière Saturne, nous. qui a des anneaux. Comme cela. On va en reparler, évidemment. Tu vois, donc est-ce que le fait, le cercle, voilà, c'était comme ça. Mais, non, pas encore. C'est après l'émission. C'est Saturne qui a des anneaux. Pardon, Gilles? En tout cas, si ça c'est Saturne qui a des anneaux. Bien sûr, oui. Moi, je vais encore te décevoir, hein, mais si ça avait un rapport avec l'Apple Watch, le cercle aurait une trace de rouge, parce que je vous rappelle que la nouvelle couronne digitale, il y a une petite bande rouge, pas noire. Ouais. Donc voilà, c'est juste ma petite goutte d'eau froide dans les élucubrations. Revenons sur Terre. Ouais, mais le graphiste a dit que le rouge, ça passerait pas dans le cercle, c'est juste pour ça. Hein. Il y a Jérôme sur Twitter qui nous dit que c'est tout simplement le nouveau Lego de Watch. Ah, c'est pas mal. Un nouveau logo, voilà. Tu veux dire, pas le Lego. Oui, pardon, le nouveau logo. Le logo, c'est ça. Le Lego, c'est pas du tout pareil. C'est une autre passion, ça. Écoute, pas mal, mais je pense qu'il est déposé maintenant celui-là, tu vois, ça va être un peu compliqué de le reprendre. Ou alors c'est peut-être que Tim Cook se marie. C'est l'anneau, oui. C'est peut-être une alliance. Hein. C'est l'alliance, voilà. Ouais, bah écoute. Il est peut-être déjà marié d'ailleurs. Il est peut-être déjà marié, ouais. Sinon, moi j'avais une interprétation qui va vous faire marrer, vous allez me dire que je suis complètement fou, mais. Plus que moi? Alors, et si les fakes étaient des fakes volontairement envoyés par Apple pour brouiller les pistes? Non. Non. Trop diabolique, toi. Non, je te dis, tu vas être déçu après. Non. Ça, c'est les Android Boys qui disent ça. Pas toi, Benjamin. Tu veux une explication mystique? Le pont central, c'est un trou noir. Apple va avaler l'univers. Et voilà, donc. Ouais, c'est une explication. Alors, non, mais parce que dans les images, il y a évidemment aussi l'image de l'Apple Watch série 4. D'ailleurs, je ne sais pas si Louis, tu peux nous la mettre dans le... Parce que j'arrive pas à la passer à l'antenne, mais elle est prête pourtant. Cette Apple Watch série 4, elle ressemble quand même d'assez près à la série 3, on va dire, dans la forme. Elle pourrait pas devenir ronde, l'Apple Watch, par exemple? No. Sans qu'on s'y attende? Les fonds d'écran qu'on a vus avaient une présentation d'informations en forme de montre analogique, c'est-à-dire un cadran circulaire. Peut-être pour marquer ce grand retour-là, au lieu d'avoir une Mais la montre planète. garde sa forme, quand même. Même si le cadran est un peu plus rond, la montre, globalement, garde la même forme, parce qu'il y a un problème de compatibilité avec les anciens bracelets, qui semblent être à peu près confirmés. Donc, toutes les rumeurs qu'on a pu lire disent que les anciens bracelets marcheront sur la série 4. Ouais.
Ouais. Alors sur Twitter, Frédéric Cavaillé pense aussi à une montre ronde. Non, mais je sais que c'est complètement tiré par les cheveux, et sans doute pas, mais sans doute que non. Mais j'avoue que je me suis posé la question, et le fait d'insister à ce point sur le cercle, ça m'a un petit peu interpellé quand même. Bon, écoutez, on va pas faire non plus la journée là-dessus, mais je trouvais ça intéressant. On va passer au deuxième gros sujet de l'actu. C'est une actu qui est sans doute donc bien involontaire de la part d'Apple. C'est ces fuites, quelque chose de monumental. Fred, dans l'histoire d'Apple, on a rarement vu ça quand même. Oui, on a eu... comment s'appelait le Mac tu sais, le Mac lampe qui avait fuité. Non, je dis n'importe quoi. Mac lampe Non, je dis n'importe quoi. Et non, mais je vais très bien ce soir, je vous rassure. Non, mais j'étais parti dans une idée. Et les amis, vous êtes réunis, vous avez pris des trucs avant l'émission. Non, mais j'aurais pas dû. Des substances non autorisées, c'est pas bien ça. Je vais revenir à la question. Moi, ça me paraît quand même assez bizarre parce que quand on sait à quel point Apple a le culte du secret. Bon, après, qu'on puisse perdre un iPhone dans un pub, un bar, tout ça, pourquoi pas. Mais là, à tel point, carrément, c'est pas des mock-ups, c'est carrément le merchandising, le marketing. Alors, soit les gens qui ont trouvé ça, a priori, donc un site américain, ils ont de très bons amis à Cupertino, à qui ça ne pose aucun problème de perdre leur travail. Ou alors c'est peut-être un petit peu, un petit peu tombé, vous savez, dans un couloir. Hop, je l'ai fait, j'ai laissé glisser. Non, ça me paraît quand même un petit peu gros. Alors peut-être qu'on peut quand même revenir sur les circonstances dans lesquelles ces images ont été récupérées. Si j'ai bien compris, quelqu'un chez Apple, en préparation de la keynote, a voulu tester le flux vidéo, le stream qui va nous permettre de regarder la keynote. Et plutôt que d'envoyer des images de vacances ou Choupi, il a envoyé dans le flux les images de la keynote elle-même, enfin les images qui vont être projetées pendant la keynote. Et le monsieur de chez Parmi ces images, il y a cet iPhone qui a permis donc à 9 to 5 Mag, alors je sais pas comment ils ont récupéré les images. C'est ce que j'allais te poser comme question. Mais ils ont quand même publié donc le 30 août, donc le lendemain de l'émission, je parle de la semaine dernière, vraiment cette breaking news comme on dit en américain, exclusive, voici l'iPhone XS. On vous confirme le design, la version plus grande et la couleur or, avec ce visuel qui est vraisemblablement le visuel véritable de ce prochain iPhone. C'est quand même énorme pour une boîte qui a à ce point le culte du secret à Ellie. Oui, c'est vrai. Sauf s'ils étaient vraiment embêtés et que c'était une fuite organisée histoire de pourrir la vie à Samsung et à Huawei. Hein. C'est pas Apple sont maîtres dans les fuites organisées. Hein. Donc des fois ils sont beaucoup plus diaboliques que ce qu'on pourrait croire. Et on a quand même, à part l'iPhone 4 qui avait été perdu, oublié dans un bar, on a rarement vu un produit avec les images officielles qui sortent comme ça 15 jours avant. Oui, officiel, c'est vrai. Mais des images ou des mock-up, oui, l'année dernière déjà c'était énorme. Hein. Rappelez-nous ce qui s'était passé. C'était pas là. On avait vu très tôt dans l'OS le mock-up de l'iPhone 10 avec la petite encoche que tout le monde aime. Et il y avait eu différentes photos carrément de l'arrière de l'appareil, hein, comme d'ailleurs cette année, mais pas des photos d'Apple, des photos qui venaient plutôt de fabricants, de choses comme ça. Mais comme d'habitude, depuis un mois, tous les fabricants d'accessoires, de coques, etc., ont envoyé des catalogues avec les produits. Hein, donc il n'y a pas les photos des produits, mais on a les photos des coques. Hein, donc on sait à peu près comment ça va être. Hein. Et ça, ils n'arrivent pas à le bloquer. Bon, maintenant, il y a des scoops permanents. Hein. Là, je regardais le flux Twitter d'annonces pendant qu'on faisait l'émission. Alors, il semblerait que l'iPhone donc nouveau dont on parle va bien s'appeler iPhone XS, mais que le 6 pouces 5, dont on a déjà parlé, va s'appeler iPhone
XS, mais on va dire XS, parce que X non, XS Max. Alors, Hein? on a eu du Pepsi Max. Ouais, regardez les flux, il y a Quoi? au moins 5 sources. Attends, Ouais, redis-nous ça, j'ai rien compris. Il s'appelle comment Alors, le plus grand? L'iPhone XS XS Max, Ah oui. au lieu de plus, Max. Alors, XS Max, alors là, Extra Small Max, ça, alors là, on est totalement perdu. Ça va être simple hein, pour l'acheter en boutique. Ouais. Je voudrais un XS Max. Comment vous dites? Mais, ça fait très Nike Mais en c'est- plus, Mike. En plus, ouais. Ça, Ouais. ça fait pas Apple du tout, je trouve. Mais il n'y a pas un parfum qui s'appelle XS? Ouais, si. Et on peut Mais- le voir comme l'adjectif, l'épithète anglo-saxon, excess, c'est-à-dire l'iPhone de tous les excès. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai, mais- c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, Mais ça Oui, mais fait- le X, c'est le 10. En fait, c'est le. Ouais. c'est 10. Faut dire, enfin, normalement, il faut dire 10. Et puis S, c'était comme le 6, l'iPhone 6S. Là, c'est l'iPhone 10S. Après, il va falloir qu'ils différencient les deux tailles. Mais bon, c'est. Mais au lieu de l'appeler plus, ils vont l'appeler Max. On verra. Ouais, ça Mais fait beaucoup de c'est ce que suffixes, tout le monde je trouve, me dit. après Oui. iPhone, quoi. On a une dénomination de temps avec Ah, dans les bouts. un chiffre la première année et le S la deuxième année. Sauf cette année. Souvenez-vous, depuis le 5, ou le 4 même. Le 4, oui. 4S. Le 3G. Non, le 3G. 3GF. Oui, le 3G, 3GS pour Speed. Donc, on suivrait cette logique-là. Mais ce serait Oui. étonnant parce qu'au final, la logique, elle a été arrêtée l'année dernière avec la sortie du 8 à la place du 7S. Oui, mais Donc, c'est c'était pour une ça qu'on- année. On avait une rupture tellement importante C'est vrai. dans les caractéristiques qu'ils ont voulu marquer le saut qualitatif. On est... non, ne donnez pas de la tête. On a normalement un changement, une itération minime dans les modèles qui correspond à la scansion habituelle des opérateurs de changement D'accord. tous les 24 mois. Je suis d'accord. Le changement de 12 mois, c'était la séance de rattrapage pour ceux qui ont un gros abonnement qui permet de changer tous les ans, ou alors les gens qui ont loupé le premier changement de design et qui arrive l'année suivante. Et donc, on a simplement un changement dans l'appareil photo et un petit peu la vitesse, d'où le S speed. Et un beaucoup la vitesse. Pareil. Ouais, Il enfin, paraît j'ai que- quand même XS, oui, enfin, Donc, C'est trop. 10S Max, ça fait quand même. Ça fait un peu beaucoup Ouais. quand même, oui. Mais, Bon. mais j'ai une dernière question à vous poser, puisque là on s'est polarisé évidemment sur les modèles OLED, hein, donc 10S. Mais comment va s'appeler le 6.1 LCD? Est-ce qu'il va s'appeler iPhone 9 pour remplacer le 8? Parce que ça, on n'en a pas parlé. Ouais. Mais c'est celui qui va être à 600 et quelques euros, donc abordable, avec un bel écran, etc. Mais il sera LCD, il ne sera pas OLED, mais ça sera un iPhone que les gens Vitesse. pourront... ça sera une Ouais, c'est une bonne vitesse. question, Elie, vitesse. ouais. 8S ou 9, je sais pas. C'était quand même pas mal de les numéroter simplement les iPhones, je trouvais. Enfin, si on perdait cette simplicité, ce serait quand même un peu dommage, non? Oui, carrément. Ouais, tout à fait. Oui. Ouais. Mais surtout pour le client final en magasin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Imagine quand tu viens pour acheter un iPhone, on t'en présente 3, 4, voilà, ça sera 3, et puis on te met le grand, et après tu te fais. Alors finalement, ta décision d'achat, je ne fais pas tout de suite, tu rentres à la maison, tu en discutes avec ta famille. Alors finalement, je voulais le. Alors attends, il y avait un X, un S, Max, je ne sais plus trop. Bah, attends, j'y retourne demain. Voilà. Mais c'est vrai que si tu dis 9 ou 9S ou 6S, c'est quand même beaucoup plus simple en termes d'achat. Ouais. Ouais. Une petite dernière info, Elie, sur cette keynote. Un petit scoop. Oui, donc il semblerait que ça va être une belle keynote puisque Apple a prévu d'inviter ses partenaires, donc les revendeurs, les APR, les revendeurs indirects, les retailers, même les opérateurs téléphoniques, ainsi que des clients
ils vont organiser apparemment des cocktails dans des hôtels. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore la liste, mais ils vont inviter donc un certain nombre de partenaires et de clients importants à assister à la keynote, je suppose dans des salles avec grand écran, suivi d'un cocktail. Et est-ce qu'il y aura des produits à présenter en réel à la suite de la keynote ou pas? Mais en tout cas, il semblerait qu'ils vont mettre des moyens pour que les personnes puissent suivre la keynote à différents endroits du territoire français. Ouais, Fred. Et ça, c'est inhabituel. Élie, oui. Est-ce que tu penses que du fait que la concurrence est quand même très 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 développée, ils ne sont pas un petit peu obligés de revenir à ce genre de fondamentaux, donc justement de refaire venir les gens et de leur sortir le grand jeu en fait, plutôt que d'avoir de très grosses annonces? Ben, probablement, je pense que c'est un retour aux sources bienvenu, puisque pendant des années et des années, chaque keynote était retransmise dans différents pays, des fois dans les Apple Store, mais Apple organisait des événements généralement à Londres où ils invitaient leurs principaux partenaires et clients. Donc moi je suis allé un certain nombre de fois à Londres assister à des keynotes et ils avaient complètement abandonné ça, coïncidant avec l'arrivée des Apple Store en Europe. Donc ils estimaient qu'ils n'avaient plus besoin de faire des grosses dépenses, parce que quand Apple invite des gens, généralement ils mettent les moyens, ils font pas ça dans un petit motel, donc ça leur coûte cher, surtout s'ils le font en France. Ça veut dire qu'ils vont faire probablement la même chose en Allemagne, en Italie, en Angleterre, voire dans d'autres pays. Et du coup, quand tu additionnes tout ça, ça fait des sommes d'argent. Donc, soit les annonces vont être vraiment... Et peut-être on ne sait pas tout, soit Apple a besoin de revenir un tout petit peu au contact de ses clients. Oui. Élie, parce que... Il y a encore une nouvelle qui vient de sortir, décidément, on va avoir toutes les news. Ouais, François. Il y a 95 Mike qui vient de publier les prix supposés des iPhones. $699 pour l'iPhone 6 pouces 1 et l'iPhone XS démarrait aux environs de $800. Donc c'est une news qui date d'1 minute. Donc visiblement, voilà, il y a encore des infos qui sont en train de sortir. Merci François, on est en prise live sur... Alors ça n'a rien d'officiel tout ça, hein. C'est des infos que les sites américains sortent à confirmer. Mais c'est bien que ça se passe pendant le Direct Day Week. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous fait quand même... l'iPhone XS Max à €1149. Combien? $100, j'imagine. 1149. Oui, c'est ça. C'est à peu près ce que j'avais entendu, oui. En euros ou en dollars En fait, moi j'avais entendu par différentes sources, mais dans certaines... Ah non, c'est... c'est en euros, pardon. Les amis. C'est en euros, pardon. C'est en, pardon, François? Alors donc, en fait, ils ont mis les tarifs parce que visiblement, ils ont eu l'info par le biais de l'Europe. L'iPhone LCD, qu'ils appelleraient l'iPhone 9, €799, l'iPhone XS, €909, et l'iPhone XS Max, €1149. Élie, si je ne me trompe pas, toi qui es président des Apple Premium Resellers, ce serait une sacrée baisse de prix globalement, non? Oui, ça serait une baisse de prix très importante. La semaine dernière, et ce que vient de dire François correspond aux rumeurs, non officielles bien sûr, mais qu'on commençait à avoir par les grossistes, par nos interlocuteurs, pas chez Apple. Une gamme dans les 600, une gamme dans les 900 et une gamme un peu au-dessus de 1000, ce qui évidemment correspond dans tous les cas à une grosse baisse de prix, puisque je vous rappelle que l'iPhone 10 aujourd'hui est à 1129 le premier modèle et 1359 le deuxième. Donc s'il se retrouve à 900 et quelques, c'est quand même une baisse de prix importante. Hein. Absolument. Et on passe la barre psychologique des 1000 € dont on avait parlé la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'Apple réagit par rapport à la concurrence. Donc Samsung, Huawei... Je pense que si on ressort nos émissions de l'année dernière, on avait dit il y a 1 an après la sortie de l'iPhone 10 que de toute façon l'année prochaine, l'iPhone 10 d'entrée de gamme entre guillemets serait aux environs des 900 €. Ça correspond c'est vrai, on l'avait dit, on l'avait dit. On avait peut-être pas donné le prix exact, mais on avait dit que de toute façon ça deviendrait dans ces eaux-là assez rapidement derrière. Ouais, c'est vrai.
Moi, je me demandais, pardon, l'iPhone SE, ce qu'il allait devenir, parce que c'est un produit qui est quand même vraiment abordable à 400-500 euros pour beaucoup de gens. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura un petit nouveau? Il va sortir en montre, non? C'est pas ça? Non. Non, je crois pas. Pour répondre à la question d'Audrey, je ne pense pas. Je pense qu'Apple n'arrête pas de baisser les prix à travers des promotions grossistes pour un peu vider le stock. Aujourd'hui, sur le site Apple, il est toujours à 419. Tout le monde le vend entre 309 et 339, suivant les revendeurs. Et donc, à 329 euros, par exemple, c'est un téléphone qui est super bien placé, mais je ne pense pas qu'Apple veuille être dans la catégorie des 300 euros. Parce que d'ailleurs, dans leur site, ils ne l'ont pas bougé. Hein. Ouais. Et question, est-ce que, pour être très concret, si on veut un iPhone à 300 euros, est-ce qu'il faut l'acheter dans les 7 jours? Parce qu'il risque de ne plus exister à partir du 12 septembre, Elie. Oui. Je crains que oui. Je pense que Apple va redéfinir un tout petit peu ses price points. Et donc, pour eux, le premier iPhone sera un iPhone à 600 euros, ce qui est déjà très intéressant quand on connaît les prix habituels Apple, surtout pour un modèle de 6 pouces 1. Ouais. Donc, c'est pas un petit iPhone de 4 pouces. Hein. Oui, mais c'est quand même... Alors, c'était très bien d'avoir un prix d'entrée aussi agressif. Je sais que c'est pas dans les habitudes de la maison et que ça a été une période très particulière, mais c'est bien un iPhone à 300 et quelques euros. C'est important. C'est vrai, mais oui, mais il y a un autre indice, c'est que dans iOS 12, tout va maintenant vers une gestuelle sans bouton Home, aussi bien dans cette nouvelle génération d'iPhone que probablement dans la nouvelle génération d'iPad. Et donc, avoir un iPhone qui aurait encore le bouton Home, qui n'aurait pas l'encoche, etc., oblige les développeurs à gérer plusieurs formats d'écran. Déjà, avec 3 formats, c'est pas facile, plus les formats de l'iPad. Donc, à mon avis, Apple veut tourner une page. Et ce ne sont que mes prédictions, mais je crains que l'iPhone SE, ceux qui en veulent, et moi je trouve que c'est un excellentissime téléphone, et je le conseille à tout le monde, c'est les performances d'un 6S avec une meilleure batterie, puisque l'écran est plus petit, ça consomme moins, avec tout ce qu'il faut. Mais je crains que après le 12 septembre, il commence à se faire rare. Ouais. Nous-mêmes, on a beaucoup de mal à se faire approvisionner parce qu'avec la promo, on en vend plein, mais on a beaucoup de mal à en avoir aujourd'hui. Je pense que même les grossistes n'en ont plus. Hein, ça sent la fin. Maintenant, on peut être surpris, hein, on ne sait jamais. Hein. Ouais. Ça préjuge en rien. C'est quand même assez étonnant. Ça préjuge en rien d'un design et d'un nouvel iPhone SE à ce format. Mais il y a, à mon sens, quelque chose qui a été souligné par Elie, c'est la réintroduction des partenaires. Il y a un nouvel entrant qui est très agressif, qui est Huawei, et qui fait du Apple sans la pomme. Alors, ça n'est pas exactement la même chose, mais pour la plupart des gens, c'est à peu près l'équivalent, comme les gens se satisfaisaient de Windows 95 au moment où il est sorti, et qu'il est vengé de la possibilité de ne pas avoir de Mac. Et il y a cette réintroduction de ce que Steve Jobs n'avait pas eu de cesse d'éliminer, c'est-à-dire le middleman, le partenaire, le vendeur. Les Apple Premium Resellers en ont souffert. Ah oui. Et du coup, j'avoue. Pardon? Oui, je dis que j'avoue, hein, je peux en parler. Oui, ça, c'est sûr qu'on a souffert. Et donc, Apple se rend compte que les Apple Store ne suffisent pas et qu'ils ont besoin de se mettre les opérateurs dans la poche, qui n'avaient de cesse de jouer Samsung et Huawei avec leur promotion pour attirer les clients et renouveler les forfaits. Je pense qu'il y a une inflexion là avec ce dont Elie encore lui. Gilles ? Oui. Alors on s'écarte un peu du sujet, on va rester dans notre ligne d'attaque. On a plusieurs rendez-vous avec chacun d'entre vous
Et je voudrais vraiment qu'on ait le temps de s'arrêter sur vos sujets, sur vos chroniques d'ici la fin de l'émission. Alors je te propose qu'on enchaîne et qu'on passe à celle qu'on n'a pas eu depuis longtemps, c'est iStory, le retour sur l'histoire d'Apple que nous propose François. A tout de suite. François, le grand voyageur. Raconte-nous ton iStory du jour. Alors, pour ceux qui ont eu l'occasion de me suivre un peu sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, vous avez peut-être vu la photo que j'ai partagée. Donc, j'ai eu l'occasion pendant les vacances de partir en Europe de l'Est et de faire une halte à Prague. Et ici, je dis Prague, évidemment, pour tout fan d'Apple qui se respecte. On évoque l'Apple Museum, qui est un musée non officiel d'Apple. En fait, en Europe, il y en a plusieurs. Alors, il y en a un en Allemagne, il y en a un en Italie, il y en a un en Angleterre aussi. Et donc, du coup, il y en a un qui a ouvert à Prague en 2015. Donc, musée non officiel. Maintenant, c'est vrai que quand on arrive devant et quand on se balade à l'intérieur, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un musée Apple. Donc, je vous ai préparé des petites photos. C'est des photos prises à l'iPhone, parce que normalement, on n'est pas censé prendre de photos, mais j'en ai quand même. Oh, bravo! C'est un musée qui existe depuis quand, François? Il est récent. Depuis 2015. Ouais, c'est ça. Ça fait tout juste 3 ans, donc il y a quand même 472 éléments en rapport avec Steve Jobs qui sont exposés. Ça représente 676 mètres carrés d'exposition. Donc c'est quand même assez énorme. Ils ont pris le parti de se concentrer vraiment sur la période de 76, donc le lancement d'Apple, à 2012, donc la date de la mort de Steve Jobs. Ouais. Alors c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment plein d'éléments. Alors déjà, vous avez vu au tout début de la vidéo la fresque qui reprend un peu toutes les dates importantes d'Apple sur ces périodes-là. Et puis on retrouve aussi d'autres éléments un peu plus originaux comme des tenues de Steve Jobs, les cartes de visite. J'ai vraiment trouvé la scénographie hyper intéressante avec plein de mises en scène d'ordi. Alors il en manque certains, par exemple il n'y a pas de Lisa, mais à la place du Lisa ils ont mis un livre un album souvenir comme on a beaucoup aux États-Unis. On retrouve Steve Jobs à l'époque du lycée. On a des ordinateurs portables évidemment. On retrouve aussi des souris. Il y a toute une expo de toutes les souris, les claviers. C'est plutôt marrant de revoir ça. Et puis aussi des matériels Apple qu'on aurait pu oublier. Et oui, Apple a fait des imprimantes, Apple a fait des appareils photo à une époque. Bien sûr. Donc on voit les imprimantes là à l'écran. Mais donc c'est vraiment hyper François, intéressant. C'est exhaustif. Il y a à peu près tout ce qu'Apple a sorti pendant cette période, ou il y a des choix? Non, c'est exhaustif. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est super exhaustif. On a vu le Cube tout à l'heure, le Mac du 20e anniversaire. Il y a plein d'éléments. Et il y a même une petite partie, alors comme vous le voyez à l'écran, donc ça vient juste de passer, sur les autres aventures de Steve Jobs, les deux, donc sur Pixar, et puis sur Next aussi avec la petite phrase de Tim Berners-Lee qui est le créateur d'Internet, sachant que les premières connexions Internet ont eu lieu avec un ordinateur Next. Il est le créateur du web, pas d'Internet. Du web, effectivement. Oui. Ce qui est une petite nuance, mais bon, on avait compris. Non, mais tu as raison. Et puis on termine sur une partie plus contemporaine avec les premiers iPods, un iPod qui est dédicacé, on retrouve les iPads et donc le dernier appareil qui est présenté, c'est l'iPhone 4S qui est l'iPhone qui a été présenté la veille, si je dis pas de bêtises, du décès de Steve Jobs. Ouais. Oui. On peut même visionner, en fait il y a une salle avec un vidéoprojecteur, il diffuse en fait des extraits des keynotes, donc c'est super sympa. On est retombé devant, on est resté, moi je suis resté bloqué devant pendant quasiment 20 minutes. C'est une keynote de présentation du premier iPhone, donc c'est toujours sympa. En partant, on peut même s'arrêter boire un petit verre au Steven's Food. En fait, c'est un petit bar uniquement avec des fruits évidemment, comme l'aimait Steve Jobs. Et puis on part évidemment avec des goodies. Donc, moi, je suis parti avec ma petite tête. Un petit il est chouette. Plutôt sympa. Et puis vraiment tout est fait, le billet d'entrée, les flyers, tout est vraiment en mode Apple. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller visiter. Il y a une visite en 360 sur leur site internet. Le seul truc un peu dommage, c'est que c'est payant évidemment, c'est 3 €. Ou sinon, je vous conseille si vous vous rendez à Prague, c'est près de la place centrale et c'est en tant que fan d'Apple, c'est un truc vraiment sympa à faire. Et même pour des gens qui seraient juste férus un peu d'informatique, on fait un bond dans le temps et c'est hyper intéressant.
je vous le conseille fortement. Eh ben, merci beaucoup François, très sympa, et merci pour tes cartes postales aussi. La plupart d'entre nous avons reçu une petite carte de toi de Prague que tu avais sans doute récupérée à l'Apple Museum, parce que c'était le même visuel que ton mug, à moins que tu aies transformé ton mug en carte postale toi-même. Elles ont été exposées, j'en ai pris, elles ont été expédiées de Vienne, mais c'était bien des cartes qui ont été achetées à l'Apple Museum. Eh ben génial, merci François pour cette balade, on a pris un petit bol d'air frais là à Prague, c'était très sympa. On va retrouver maintenant Ellie pour un autre rendez-vous, on va s'arrêter sur un produit nouveau, et là c'est le thèse de la semaine, et oui. Et oui. Et le test de la semaine, Ellie, ça concerne un produit qui peut nous rendre bien des services quand on veut faire cohabiter plusieurs systèmes sur sa machine. Absolument. Il s'agit d'un logiciel que la plupart d'entre vous devez connaître, qui s'appelle Parallels, qui est un virtualiseur. Et le virtualiseur permet sur un Mac d'utiliser d'autres systèmes d'exploitation, donc à commencer par des versions de Mac OS. Ça a l'air étonnant, mais ça marche super bien. Et ce, dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez, sur un macOS actuel, utiliser des vieilles versions à partir officiellement de la 10.7, puisqu'Apple donne la licence depuis la 10.7. Mais on peut mettre des versions même antérieures à 10.7 en bidouillant un tout petit peu. Et on peut en particulier tester les bêta 14 sans foutre en l'air sa machine de travail, ce que j'ai fait. Donc moi, je peux enfin faire comme François et avoir mode nuit dans mon macOS 10.14 sans avoir explosé ma machine de travail. Ouais, ça marche. Pour bien comprendre, Ellie, on lance un système dans un système, ou c'est des systèmes qui sont en parallèle? En fait, on lance un système d'exploitation dans un système. Quand on est en plein écran, c'est comme une appli plein écran et on passe d'un écran à l'autre. Et ce qui est très intéressant, on ne parle que de macOS, c'est que Parallels sait qu'on est dans un système hardware Mac et utilise en fait les périphériques, le chipset et tout ce qu'il y a autour en mode natif. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être en 10.13, émuler un 10.14 ou un 10.12 ou un 10.9 à la vitesse et probablement même plus rapide qu'à l'époque quand vous l'utilisiez sur une machine de génération précédente. Ça, c'est pour macOS. Ouais. On peut utiliser toutes les versions de Windows depuis MS-DOS. Donc Windows 95, même Windows 3.11, y compris la dernière et même la future version de Windows 10. On peut utiliser du Linux et on peut même utiliser du Chromium, donc pour faire marcher des applis Android sur son Mac, si ça vous amuse. Donc, c'est vraiment une appli qui marche super bien. Et la nouvelle version rajoute un certain nombre de petites astuces. Donc, il est plus rapide, bien sûr, comme tous les ans. Il consomme moins de ressources. On peut monitorer l'activité des systèmes, c'est ce que vous voyez à l'écran, et les performances. Vous pouvez avoir un système ouvert en même temps. Vous avez une machine rapide. Vous pouvez avoir une autre version de macOS, une version de Windows, une version de Linux, et tout ça allègrement. Vous pouvez monitorer les ressources en temps réel. Et il livre depuis une ou deux versions maintenant un nouvel outil qui s'appelle Parallels Tools, qui sont en fait un peu des goodies lorsque vous achetez Parallels, mais si vous deviez les acheter séparément, vous paieriez largement plus cher que ça. Et des outils qui sont super sympas, comme par exemple un outil qui permet de capturer n'importe quelle vidéo YouTube ou d'enregistrer l'écran et de les récupérer, ce qui est bien pratique. Ah, ça marche super bien. Une version qui permet d'enregistrer l'audio, très pratique aussi. Une version qui remplace Mac Cleaner ou Clean My Mac, enfin celui qui n'est pas un pirateware, qui permet de libérer et de nettoyer l'espace disque. Oui, donc, sauf que là, c'est certifié et testé par les ingénieurs de Parallels. Je l'ai testé. Vous récupérez de la place disque, vous faites un peu le ménage sans détruire votre Mac. Et ça, c'est plutôt bien. Il y a, je l'ai sous les yeux, 5, 10, 15, 20, 24 petits utilitaires gratuits qui sont pris dans Parallels et qui s'installent et qui sont très sympas. Voilà. Donc,
Il y a une version gratuite Combien ça pendant vaut 15 jours. Ouais. Alors, si vous avez déjà une version précédente, la mise à jour vaut 49 €. Sinon, la version est à 69 €, mais il y a une version éducation à 49 € pour les étudiants, les enseignants. C'est tout vraiment ça. abordable. Je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça, Parallels, Ellie. Et la qualité est vraiment, vraiment étonnante. Moi, je l'utilise tout le temps et j'ai jamais eu de problème avec. Et la dernière version va encore plus vite. Je l'ai installée sur ma machine. Et vous pouvez libérer de la place disque. Ils ont optimisé la place disque, les systèmes d'exploitation. Donc, quand vous installez Windows 10, il vous faut 64 gigas parce qu'il est gourmand. C'est ça. Mais on dirait. Voilà. Donc, c'est un super produit que je vous conseille. Essayez-le. Il y a une version de 15 jours gratuite qui vous permet de tester tout ça. Et vous verrez que c'est étonnant et que ça rend bien des services. Eh ben super Ali, merci. Je t'avoue que j'avais utilisé Parallels il y a des années. Tu m'as donné envie de m'en servir à nouveau. Et surtout que je le trouve pas très cher. C'est vraiment abordable. Moi je m'attendais à un prix beaucoup plus élevé parce que quand on connaît certains concurrents... J'avais un 200-300 € en tête. C'est ce que j'avais aussi. Et Ellie, tu confirmes que tu peux vraiment faire tourner plusieurs machines virtuelles en même temps sans vraiment casser, pour peu que tu aies de la mémoire vive, je précise. Sans casser ton ordinateur. Oui, il faut de la mémoire vive. Et surtout un conseil, parce que moi, évidemment, à force d'avoir des systèmes d'exploitation un peu gourmands dont on a parlé, vous bouffez votre SSD interne assez rapidement. Le secret pour utiliser, il faut un SSD. Donc, soit un MacBook Pro digne de ce nom, soit un SSD externe, genre un Samsung T5, on en avait parlé dans une autre émission, donc un SSD super rapide de préférence en USB 3 ou USB-C, parce que si vous mettez un disque dur traditionnel et que vous mettez le système d'exploitation dessus, vous allez mourir. C'est vraiment injouable. Mais avec un SSD, c'est super propre. Merci beaucoup Ellie. Petit tour sur Twitter où Jérôme Derdermotus nous dit comme Thierry, j'utilise VMware Fusion dans le même genre. Vive VMware Fusion, dit aussi Thierry. C'est vrai qu'il y a 2-3 grands logiciels qui font à peu près la C'est quoi? Il y a 2 commerciaux et un open source. VirtualBox. VirtualBox. Voilà. Oui. Vous avez le choix. Mais c'est vrai que pour imager, moi je dirais. Écoute. Oui. Ah, on t'écoute, mais tu parles plus alors. Pour imager, après je te laisserai la parole, Ellie. Je dirais que Parallels, ça va sans doute s'adresser à entre guillemets un grand public, c'est-à-dire à des gens plutôt néophytes. VMware, c'est quand même très orienté professionnel parce qu'ils ont un très gros marché professionnel, ils ont des solutions serveurs assez hard. Et VirtualBox, c'est pour les gens qui n'ont pas envie de payer, qui aiment bien bidouiller, qui ne se débrouillent pas trop mal et ça fait de la virtualisation. Absolument, Fred. Merci beaucoup, Ellie. Voilà, tu vois, tu m'as mis le pied à l'étrier de Parallels, c'est génial. On va se tourner vers toi, Audrey, dans un instant, parce que c'est le moment de ton amazing tip. À tout de suite. Voilà, les trucs et astuces d'Audrey, c'est depuis la semaine dernière dans iWeek. Si vous avez raté celui sur le PDF, notamment sur iOS, la semaine dernière, vous pouvez revoir l'émission en replay, évidemment. Audrey, aujourd'hui, de quoi on va parler ? Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on rencontre fréquemment, c'est-à-dire par exemple, vous rentrez chez vous, vous avez reçu un contrat ou un devis par courrier et vous devez donc le signer et le renvoyer par mail. Donc souvent on se dit, il va falloir que j'allume l'ordinateur, l'imprimante, que je scanne, tout ça, alors qu'en fait, avec votre iPhone, vous pouvez faire tout ça très rapidement. Donc là, je vais vous expliquer pas à pas comment faire et vous allez voir une fois qu'on a pris le coup, en fait, ça va vraiment très vite. Donc moi, je le fais très souvent. J'avais envoyé des images. Donc par exemple, voilà, sur l'image 1. Donc ça se passe dans l'application Note, l'application Note d'Apple, qui recèle de choses cachées, mais c'est vraiment un régal cette application. Donc vous allez créer une nouvelle note et vous allez appuyer sur le bouton plus, là où il y a la flèche, et vous allez choisir scanner des documents.
Ensuite, vous allez placer votre iPhone bien à plat au-dessus de votre document et vous allez, votre iPhone en fait va détecter directement la feuille et va scanner tout seul le document. Votre document donc il est scanné et il vous suffit d'appuyer sur enregistrer pour l'ajouter dans votre note. Une fois que le document est dans votre note, vous pouvez accéder à des outils comme le recadrage. Donc ça c'est hyper intéressant puisque vous pouvez reprendre chaque coin de votre document pour vraiment qu'on ne voit pas le bureau par exemple. Ça c'est intéressant. Et ensuite la fonction vraiment qui est hyper intéressante c'est donc sur l'image 4 voilà, vous allez pouvoir signer votre document en enregistrant votre signature. Donc vous allez appuyer sur le bouton partage, vous avez accès au bouton annotation et ensuite en cliquant sur le petit bouton plus en bas à droite, vous avez accès à la signature. Donc sur l'image 5, vous allez voir que vous allez signer, en fait, créer votre signature tout simplement en écrivant sur votre écran, avec votre doigt bien sûr, pas avec un stylo. Vous allez tracer votre signature et ensuite elle est automatiquement ajoutée à votre document PDF. J'ai des restes de la semaine dernière. Elle est ajoutée à votre document scanné, qui est au format PDF en réalité. Et je voulais juste détailler au niveau de la qualité du scan. On est pas mal puisqu'on est à 300 dpi, donc c'est à peu près le standard au niveau de la qualité. C'est la résolution pour imprimer en tout cas. Oui. Oui, voilà, et pour scanner, c'est vraiment bien, surtout pour des documents type contrat, etc., c'est largement suffisant. Ou même pour des archives, hein, si vous scannez des tickets de caisse, parce qu'on sait que par exemple les tickets de caisse s'effacent avec le temps, en 300 dpi, vous êtes tranquille, donc vous pouvez scanner aussi vos tickets de caisse pour les mettre dans vos notes. Ouais. Alors, une fois que votre signature est ajoutée, vous pouvez partager votre document scanné et l'envoyer directement par mail, et vous n'avez plus qu'à rédiger votre mail. Voilà, donc c'est un... Là, il y a pas mal d'étapes, comme vous l'avez vu, mais une fois que vous aurez pris l'habitude de le faire, ça va assez vite. Et je voulais vous dire aussi, bien sûr, vous pouvez retrouver cette astuce sur mon site ou sur ma chaîne YouTube, où il y aura toutes les étapes détaillées. C'est ça. Absolument. Juste, c'est quoi l'histoire du hibou ? Ah, c'est le logo de c'est le logo de ma chaîne YouTube en fait que j'ai choisi. Voilà, je trouvais ça sympa, une petite chouette à lunettes. Absolument, elle est très sympa. Je voulais juste te poser la question. Merci beaucoup, Dre. C'est sympa. Vous avez appris quelque chose, les garçons là ? Oui, en particulier quand absolument. Vous continuez à facturer des trucs à Steve. C'est ça. Voilà. C'est bien, tu vois le bon côté des choses. C'était le petit clin d'œil. Audrey ? Est-ce que la signature, on peut aussi l'utiliser ensuite dans Aperçu ? Est-ce que ce secret dans Aperçu. Parce qu'en fait, on peut également signer dans Aperçu. Alors, il me semble que les signatures sont synchronisées entre vos appareils. Yes. De toute façon, une fois que vous en avez créé une, elle est enregistrée dans l'iPhone, donc vous n'avez pas besoin de la recréer à chaque fois. Ok, d'accord. Dès le second document à signer, elle sera disponible dans le petit bouton signature. Et la taille du PDF, il est plutôt volumineux ou plutôt assez léger à transmettre ? Parce que c'est un des gros points faibles d'une autre appli, par exemple Dropbox, qui permet aussi de scanner des documents, mais quand tu fais le PDF, il est un peu lourd. Genre tu te retrouves avec 3 mégaoctets, 4 mégaoctets. Et là, ça a avoisiné les 900 kilooctets, voire 1 mégaoctet. Ça dépend en fait du document. S'il y a beaucoup de... Après, dans les options justement du document scanné, on peut choisir par exemple de le mettre en noir et blanc, ce qui peut faire gagner au niveau du poids aussi. Ok Audrey, bon écoute, merci beaucoup pour cette amazing tip numéro 2. J'espère que tu reviendras. Alors, la semaine prochaine, on va faire une pause sur le tip parce qu'on aura la keynote, mais peut-être la semaine d'après, ce serait avec oui, bien sûr, oui. Ce serait avec grand plaisir. Il nous reste 4 minutes, Gilles, et je ne t'oublie pas, évidemment. On va retrouver la Connecting the Dot, le retour, lui aussi. À tout de suite. Connecting the Dot, c'est donc ton rendez-vous, Gilles. C'est le moment où toi, tu vas nous aider à relier les points. Alors, c'est pas les points, c'est les lignes plutôt aujourd'hui qu'on va relier, hein. Oui, quoi qu'elles soient, elles sont parallèles. On va peut-être ça va faire comment dire, le joint, si j'ose dire.
avec la chronique d'Eli. Donc les lignes sont parallèles. On va faire une espèce de concours et on va même faire le joint avec la chronique de François. Si tu peux, on va faire une espèce de petit concours, de petites devinettes. Ouais. On va voir si vraiment il y a des fans d'Apple ce soir, y compris parmi les téléspectateurs. On peut peut-être réagir sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Alors faites vite. Est-ce que ce t-shirt rappelle quelque chose à quelqu'un? Un petit tour de table avec bien entendu Eli en dernier, puisque c'est notre monsieur Je vous le remets. Audrey? Non, aucune idée. François? Bon, je suis passé devant la photo. Pas mal, Gilles. Hein. Si tu arrives à faire sécher tout le monde, franchement, même Ellie. Ouais, j'avoue. Ouais. Non, je sais pas. Non, ça te dit rien, Fred? Bon, bah non. Non, ça me dit absolument rien. Rien sur Twitter non plus. Bon, bah, Ellie, Gilles, on donne notre langue au la chat. première émission. Raconte-nous. D'abord, il est à toi ce t-shirt? Oui, on l'a trouvé à Pau, chez Auchan. J'ai fait de suite tilt. Ah oui. Et on va peut-être passer la réponse avec le premier lien. Alors donc c'est pas un t-shirt mais un sweatshirt que portait Steve, qui a été utilisé pour un film également, qui retraçait ce moment assez particulier où Steve recevait chez lui Bill Gates pour ce qui s'est produit uniquement à 2 reprises, une interview croisée avec son meilleur ennemi pour parler de... Je me rappelle maintenant de cette photo. Je me rappelle une photo, ils étaient assis sur un escalier, tous les deux. C'est ça, dans la nouvelle maison de Steve et de Lorraine Jobs à Palo Alto. Et une maison très très dépouillée qui était à l'habitude de Steve, pas encore meublée, et ils étaient assis sur les escaliers ou à peine sur un fauteuil parce qu'il y avait pratiquement rien. Et donc c'est un article de confection, même s'il s'agit, si les articles journalistiques sur Apple ont tendance à se ressembler comme 2 gouttes d'eau, c'est un article de confection qui est presque semblable à celui que portait Steve, donc le 21 juillet 1991, pour cette interview qui est restée célèbre, où Steve et Bill sont restés assez polis, mais les gentillesses ont valé bas. Gilles, il nous reste 40 secondes. Donc, pour donner l'ambiance, Steve a qualifié Microsoft de petit orifice, ce à quoi Bill Gates a répondu qu'il s'agissait plutôt d'un très gros orifice, en accusant Steve d'être jaloux du succès de Windows. C'était donc en 91, 10 ans après le lancement de l'IBM PC et 3 ans avant Windows 95. Gilles, je reprends la main parce qu'il nous reste peu de temps. Merci beaucoup pour votre participation, vos chroniques. Il y avait beaucoup d'actu, forcément, à J-7 de la keynote. Beaucoup d'actu. Je ne peux pas partir sans vous conseiller d'aller sur Apple Podcast et sur iTunes. Voilà, les podcasts d'iWeek, on les a réorganisés. Vous avez désormais 3 podcasts, un podcast audio, 2 podcasts vidéo. Abonnez-vous, mettez des notes, mettez des avis, ça compte pour les classements. On en a besoin et faites passer le message. La semaine prochaine, donc, rendez-vous spécial pour la keynote du 12 septembre. On se retrouve dès 18h30 en direct sur Watch pour un iWeek spécial. Soyez au rendez-vous, ne ratez pas ça.
Vous l'avez compris, il va se passer beaucoup de choses. Ça risque d'être une grande soirée, une belle soirée, avec peut-être des surprises du côté de l'iPad Pro. On n'en a pas parlé, mais on en parlera la semaine prochaine. Peut-être les Mac, on ne sait jamais. On peut toujours rêver. Merci les amis, beaucoup. Merci Fred d'avoir été là. Et merci on à vous dit tous. À la semaine prochaine, 18h30 pour iWeek spécial keynote sur Watch. Salut à tous.